Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es tout. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Flavie Després, je suis journaliste et entrepreneur social et j'ai fondé avec Guillaume Brault Care News, le média des acteurs de l'engagement. Changer la norme, c'est un podcast dédié aux entrepreneurs sociaux. Ces entrepreneurs d'un genre différent ont choisi de mettre l'humain et la planète avant le profit. Pourtant, ils ressemblent à bien des chefs d'entreprise, directeurs ou leaders. Ils connaissent des joies et des tracas, manient les chiffres et les RH, parlent produits, ROI, clients et investissement. Bref, ce ne sont ni des bisounours ni Gandhi, ce sont des femmes et des hommes talentueux qui ont choisi de changer la norme économique, sociale et environnementale et qui acceptent d'en parler ici normalement et sans faux semblant. Je reçois aujourd'hui Fabien de Castilla, repenti d'études classiques pour réaliser presque toute sa carrière dans l'associatif, l'économie circulaire ou encore l'insertion. Il co-dirige le groupe ARES, pionnier de la réinsertion par le travail. Ce groupe relativement ancien dans un secteur récent accompagne près de 1000 personnes par an à travers des filiales propres ou depuis quelques années via des joint ventures. Nous allons avec Fabien évoquer bien sûr son parcours engagé, puis grâce à sa vision synthétique et claire, vous comprendrez les coulisses d'ARES et de son succès, l'importance de la question de l'insertion, la construction des joint ventures et ensuite nous parlerons franchement d'économie sociale et solidaire et d'impact. Merci de votre soutien, de vos partages, de vos commentaires étoiles et cœurs. Ils sont précieux pour faire connaître celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour changer la norme. Bonjour Fabien. Bonjour. Tu vas bien ? En pleine forme. En pleine forme, sous le soleil. Presque. C'est bien. Là, on est un peu sous la terre là. Mais oui, mais justement, tu vas redécouvrir le soleil dans une demi-heure quand on te libérera. Je suis contente de te recevoir. Ça fait longtemps que je pensais à faire un changer la norme avec un acteur de ARES, qui est quand même un modèle et une inspiration de réussite pour nombre d'entrepreneurs sociaux. On va commencer par quelque chose d'assez classique. Est-ce que tu peux rapidement nous retracer ton parcours ? Depuis les études, tu veux qu'on commence où ? Rapidement, donc soit tu donnes une ligne directrice, soit tu parles très vite, au choix. Je vais faire les deux. J'ai une formation assez généraliste, école de commerce Sciences Po, et j'avais pas envie de me spécialiser, et du coup j'ai commencé dans le conseil. C'est à l'époque où il fallait faire du conseil, maintenant il faut faire des startups en sortie d'école. J'ai fait quelques années, et j'ai eu l'occasion complètement par hasard de rencontrer ARES une première fois dans mon parcours, et j'ai fait un virage de carrière à 27 ans, 28 ans, où j'ai intégré ARES. J'ai ensuite eu l'opportunité de partir à l'étranger pour développer des projets de développement, en Afrique notamment. Et le dernier projet qui m'a marqué en Afrique, en Ouganda, c'était de la fabrication de charbon à partir de déchets organiques. Donc j'ai été très inspiré par ce qu'on appelait l'économie circulaire à l'époque, le début de l'économie circulaire. Et en rentrant en France en 2013, j'ai eu envie d'entreprendre dans l'économie circulaire. Et j'ai développé une solution de recyclage qui s'appelle les Joyeux Recycleurs, dont on voit des petites boxes de collecte au rez-de-chaussée, j'ai remarqué en passant tout à l'heure. Voilà, en rapide sur mon parcours, pour clôturer, la fin des Joyeux Recycleurs, ça a été le fait que l'entreprise marchait, et j'avais répondu à mon enjeu initial, qui était de proposer une solution à impact pour répondre à un enjeu écologique. Du coup, j'ai laissé mon associé continuer l'aventure. J'étais reparti pour lancer une petite aventure entrepreneuriale, et mes anciens copains d'ARES m'ont rattrapé. Parce que la gouvernance d'ARES évoluait, et du coup j'ai signé pour un tandem avec Guillaume, qui est le deuxième co-DG d'ARES. Voilà pour le parcours. D'accord, merci, très clair. Donc un parcours quand même engagé. Très engagé. Un peu start-upper, entrepreneuriat social. Ouais, ce que je pense qui distingue mon parcours, c'est l'envie d'être utile et envie d'agir pour l'intérêt général, et 2, la conviction que ça doit se faire avec efficacité et impact, et que c'est pas parce qu'on fait de l'ESS qu'on doit le faire de manière fragile, désorganisée. Non, on peut avoir de l'impact et le faire dans le domaine de l'intérêt général. Maintenant, si on passe à ARES, qui va avoir 30 ans. Tout à fait. On en parlait tout à l'heure, le bel âge.
Donc, tu n'es pas le fondateur d'Ares. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, mais est-ce que tu peux nous raconter comment a été fondé Ares, donc il y a 30 ans, et comment le groupe a évolué depuis? Ok, effectivement, Ares est né quand j'avais 9 ans, donc mathématiquement c'était un peu compliqué. Et il y a des Mozart. Il y a des Mozart à 9 ans, mais je sais pas si à 9 ans on pense déjà à ce que c'est que l'insertion professionnelle. En tout cas, je ne souhaite pas aux enfants de 9 ans de penser à ça. Ares est né effectivement en 1991, en janvier 1991, dans une période où on voyait une forte émergence de ce qu'on appelait les clochards à l'époque. Aujourd'hui, on dit les sans domicile fixe. Et l'idée initiale était de se dire comment est-ce que je m'adresse à ces personnes exclues en leur proposant une nouvelle forme d'insertion pour s'en sortir. À l'époque, on avait autour des gares, au sein de la gare, des solutions de logement. Et puis, on avait également des solutions de nourriture ou quelques petits jobs à la journée. Mais il n'y avait rien de structuré qui permette de sortir des personnes durablement d'une situation d'exclusion. Donc, l'innovation d'Ares en 1991, c'est de créer des parcours d'insertion par le travail. Ares n'est pas le seul, mais c'est quand même à cette époque que sont nés beaucoup de groupes d'insertion professionnelle, souvent par des éducateurs de rue, en se disant, pour sortir de manière pérenne une personne de l'exclusion, le travail est une des meilleures solutions. Pourquoi ? Parce que ça donne un rythme, le goût de l'effort, de recréer des liens avec les collègues, un salaire, tout ça, c'est un ensemble de choses qui permettent de redonner confiance en soi. Et puis mécaniquement, une fois qu'on a confiance en soi, on peut retrouver confiance en la société. Donc ça, c'est la jeunesse d'Ares, c'est s'adresser à des personnes en insertion, en exclusion, et historiquement plutôt des profils de rue, en développant des parcours d'insertion par le travail, et de manière un peu plus concrète, ce qu'on appelle un parcours d'insertion par le travail, c'est l'association d'un job sur une prestation de service, avec un accompagnement social et professionnel, parce que c'est pas le tout de faire travailler la personne, si elle n'a pas de quoi se loger, se nourrir, et puis poser et résoudre ses problématiques sociales, on sort pas durablement la personne. Donc à côté du travail, il y a la résolution des problématiques sociales, et puis ensuite la construction d'un projet professionnel pour que, au-delà du parcours d'insertion, la personne puisse se stabiliser dans un travail. Donc ça, c'est le modèle d'Ares, et les 30 dernières années ont été plein d'innovations sociales diverses et variées, mais on est passé d'une petite initiative près des gares de l'Est et gares du Nord à aujourd'hui un groupe associatif qui réunit 14 établissements sur 3 régions, l'Île-de-France, la région lyonnaise et la région bordelaise. Et on accompagne aujourd'hui à peu près 700 salariés en parcours au quotidien, et ça fait un peu plus d'1 millier sur une année. Du coup, c'est quoi les métiers que font ces personnes pour que les gens s'imaginent qu'est-ce qu'on leur apprend à faire ou qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Alors, aujourd'hui, on a 3 métiers principaux, et presque un 4e, qui, attention, ne sont pas les métiers forcément sur lesquels les personnes vont évoluer. Donc vraiment, le travail, pour nous, l'activité est un support d'insertion. Ensuite, si la personne, elle veut être boulanger, ingénieur son ou journaliste, on va l'accompagner sur ce métier. Donc en fait, c'est un travail au sens propre, rémunéré, mais c'est pas une formation, c'est pas ce qu'ils vont faire toute leur vie. Si non, je comprends bien. Nous, on n'est pas aujourd'hui, on réfléchit à développer d'autres manières d'approche, mais aujourd'hui, on n'est pas professionnalisant. On s'adresse à quelqu'un, quel qu'il soit, quelles que soient ses qualités et ses compétences. On ne recrute pas aujourd'hui, nous, sur un niveau de diplôme, un niveau de compétence. On veut que la personne, elle ait envie de s'en sortir. Et donc, du coup, le travail, il doit pouvoir être accessible à tous, d'où que tu viennes, quelles que soient les situations difficiles que tu aies pu rencontrer dans ta vie avant. Et pour répondre à ta question initiale, donc les métiers. Premier métier, la logistique. Donc, on va faire tout ce qui est gestion logistique. Ça veut dire des postes de manutentionnaire, de cariste. C'est de la préparation de commandes. Soit chez nous, on a plusieurs ateliers en propre, avec plusieurs milliers de mètres carrés logistiques. Et puis des activités détachées sur des sites de clients où une entreprise va nous confier un bout d'un process de production et on va lui faire du contrôle qualité, charger des camions, décharger des camions. Donc ça, c'est la partie logistique. Le deuxième métier, c'est tout ce qui est économie circulaire. Et on va du tri sélectif de déchets. Donc quand vous jetez un emballage dans une poubelle jaune, nous, on a des opérateurs qui récupèrent les emballages pour les dispatcher dans les bonnes filières de tri. Et puis, on va jusqu'à la réparation de petits électroménagers où on va réparer des grille-pains, des cocottes minutes ou des aspirateurs. Et dans l'économie circulaire, on a d'autres initiatives, par exemple, sur le reconditionnement de matériel informatique. Donc ça, c'est économie circulaire. Et puis, troisième métier, le numérique, sur les nouveaux métiers informatiques qui se développent, notamment sur tout ce qui est test logiciel et puis tout ce qui est saisie de données. Et voilà, donc on voit que c'est nos 3 métiers principaux. Et dans logistique, des fois, on raccroche la logistique de chantier pour le compte de gros acteurs du BTP. On voit juste en synthèse que ces métiers-là, c'est quand même 3 métiers avec des postes relativement accessibles. CF, notre projet d'insertion où on doit pouvoir s'adresser à tout le monde.
Et puis c'est des activités quand même en forte tension. La logistique, le numérique, l'économie circulaire. Aujourd'hui, notre société a besoin d'activités telles que celles-ci. Et puis elle va en avoir de plus en plus besoin. Donc on sait que ça va nous permettre de développer davantage de postes en insertion. Et puis ça permettra aussi que les salariés qui travaillent chez nous développent des compétences qui sont attendues sur le marché du travail. Très clair, merci. Est-ce que le profil des personnes qui passent par, je sais pas comment on dit, qui en font un passage par ARES, Un parcours d'insertion un parcours d'insertion a évolué? Oui. Dans les traits caractéristiques, je pense qu'on le sait tous, la question des réfugiés, des migrants est particulièrement prégnante dans notre société, et notamment parmi les personnes les plus exclues. Donc aujourd'hui, on a par exemple une proportion de réfugiés qui a très fortement augmenté. Je te disais tout à l'heure au démarrage, on avait plutôt du public de rue, entre guillemets français, et qui du coup n'avait pas peu de problématiques d'accès aux droits, d'apprentissage du français, de connaissance de ce que c'est qu'être citoyen en France. Et donc il fallait plutôt travailler sur le logement ou sur le projet professionnel. Une personne avec un statut de réfugié, elle a souvent plein de compétences professionnelles, et donc c'est d'autres choses qu'il faut développer, et à commencer par le français et ce que c'est que la citoyenneté, l'accès aux droits en France. Donc sur les publics, ça bouge tout le temps. Et là, si on se projette même sur les 10 prochaines années, on s'interroge sur la question du public senior, où avec l'allongement de la durée de vie et l'allongement de la durée de travail, mécaniquement, on va avoir de nouvelles fragilités qu'on avait peu identifiées jusque-là. Il y a la question du handicap, où il y a plein de choses à faire. Il y a la question des jeunes. Ça, c'est assez diversifié. Et peut-être un complément par rapport à ça. Aujourd'hui, on n'est pas spécialisé sur un public. On ne veut pas reghettoiser une forme de personnes, enfin de bénéficiaires, en les mettant tous ensemble. C'est-à-dire que si je prends que des détenus dans un atelier, en fait, je recrée une prison. Et donc, le point commun des gens, c'est le fait qu'ils aient fait de la prison. Si je mets que des personnes sans logement, le point commun, c'est qu'ils sont nulle part pour dormir. Si je diversifie, et je mets un détenu, une personne sans logement, et puis un jeune, en fait, le point commun des personnes qui sont dans notre parcours d'insertion, c'est leur volonté de s'en sortir et de s'inscrire positivement dans une démarche d'insertion. Merci. C'est bien, c'est limpide. C'est rare les gens qui répondent aussi précisément. On a ses qualités et ses défauts. Moi, dans mes qualités, je suis synthétique. On va passer à la partie où on va essayer de décrypter un peu le business model d'ARES. Ouais. On va pas faire toutes les joint ventures et programmes parce que ça va être un peu compliqué. Je pense que l'essentiel, c'est de comprendre, déjà, peut-être au début, tu étais petit, on a compris. Moi, j'étais encore plus petite. Mais peut-être comment ça a été reçu par les premiers clients, parce que tu vas nous raconter comment ARES gagne de l'argent. Et aussi, aujourd'hui, du coup, tu pourras nous raconter comment ça marche et qui est client de ARES. Ok. Effectivement, quand j'avais 9 ans, à la création d'ARES, le trait caractéristique, c'est quand même le lien avec l'entreprise. Et c'est ça, je pense, que ce qui distingue fortement ARES d'autres initiatives de l'économie sociale et solidaire, et notamment d'autres acteurs de l'insertion, c'est sa très forte proximité, son ancrage entrepreneurial. Très concrètement, dans notre conseil d'administration, on a avant tout des chefs d'entreprise qui ont un engagement très fort, mais qui ont un parcours entrepreneurial relativement réussi et une très grande expérience sur le sujet. Je ne l'ai pas dit, en 1991, ARES a été créé par 2 personnes, Patrick et Philippe, et également avec le soutien de la SNCF et de Manpower. Donc il y a dès le démarrage des entrepreneurs et des entreprises qui se sont engagés pour lutter contre l'exclusion. Donc ça, dans l'ADN d'ARES, c'est très fort. Et puis on a la conviction aussi que faire un parcours d'insertion par le travail, si c'est pour qu'à l'issue, il n'y ait pas de solution, on aura tout raté. Et donc pour qu'il y ait des solutions, il faut embarquer les entreprises. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a ce lien avec l'entreprise. Quotidiennement, on a 3 manières de travailler avec une entreprise. D'abord, il y a la prestation de service. On l'a partagé tout à l'heure, on a plusieurs métiers. Pour les exercer, on vend des prestations de service. Donc on est un groupe associatif, mais qui délivre de la prestation de service. Donc demain, sur Care News, si tu veux qu'on te fasse une petite prestation logistique ou numérique, on peut te proposer quelque chose avec un devis, une facture, du chiffre d'affaires et de la TVA. Donc ça... écoute, la police de la thune, chez nous, c'est plutôt mon associé, mais je vais lui transmettre ce message. Tu nous diras. On a l'habitude, on bosse plutôt avec des entreprises du CAC 40, mais on pourra faire une petite exception. Attends, on n'est pas loin. Donc du coup, de la prestation de service. Et en termes de chiffres, ça se traduit par le fait que 80% de nos revenus, donc tous les revenus d'ARES, c'est du chiffre d'affaires. Les 20 autres pourcents, je laisse deviner, c'est de la subvention. Et ça, c'est plutôt l'État ou les collectivités locales. Et pas de mécénat. On a un petit peu de mécénat,
Mais en proportion, C'est infime. en tout cas, c'est relativement marginal quand je te dis 80%, c'est du chiffre d'affaires. Okay. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si au quotidien, je réalise bien ou pas mes prestations, c'est surtout mes salariés en parcours d'insertion bossent bien ou pas, ça va très très immédiatement avoir un lien sur la solidité économique d'Ares. Donc chiffre d'affaires 80% et première action, le lien avec l'entreprise, c'est la prestation de service. La deuxième action, on va créer des passerelles emploi et donc on va travailler avec des entreprises qui vont nous recruter des candidats. Pareil, si demain, Carenews, tu crées un poste d'assistant administratif, un logisticien, on peut te proposer quelqu'un qui a travaillé chez nous pendant 1 an, qui est la durée moyenne d'un parcours d'insertion, et te dire, un tel, il a tel niveau de diplôme, il est efficace, etc. Et puis le dernier lien avec l'entreprise, c'est ce que tu évoquais. On a des relations de mécénat, mais qui sont plutôt des opérations ponctuelles et un peu plus réduites. D'accord. Du coup, sur le volet donc, des 80% de chiffre d'affaires, est-ce qu'on vend plus cher quand c'est de l'insertion ou est-ce que tu es au prix du marché normal ? Alors, on est au prix du marché. D'accord. Parce qu'on n'a pas le choix. Okay. Si demain, tu nous achètes une prestation de service, tu n'auras aucun avantage fiscal sur ça. Alors, il y a quelques petites subtilités. Il y a des agréments qu'on appelle les agréments entreprises adaptées qui te permettent de déduire un impôt selon la taille de ta structure, une contribution qu'on appelle l'AGFIP. Mais il n'y a pas de différence. Donc ça suppose que nous soyons en capacité de te délivrer la même qualité de service que si tu faisais appel à une autre structure classique. Et est-ce que l'aspect insertion, c'est un argument commercial ? Ça dépend. Il y a des gens... tout dépend à qui tu parles. Si tu parles à un directeur ou une directrice RSE, ben oui, tu vas mettre en avant l'insertion. Si tu parles à un directeur achat, directrice achat, ça dépend. Il y en a qui sont un peu sensibles, d'autres qui vont te dire « Oula, je veux pas en entendre parler, c'est des sortants de prison ». Ça nous arrive quotidiennement. Hein. Et puis il y en a un directeur de production d'une usine, il peut trouver ça chouette, mais en gros, ce qu'il veut, c'est que ses palettes, elles soient faites. Donc charge à nous d'être bons, encore une fois. J'ai envie de dire que l'insertion commercialement, dans le discours commercial, c'est la cerise sur le gâteau. On va parler de joint venture pendant 1 minute ou 2, si tu veux bien. Parti. Parce que je crois qu'en 2 ans et demi, c'est la première fois qu'on peut parler de ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que les autres structures étaient trop petites ou n'en faisaient pas. Donc tu vas tu vas essuyer les plâtres des questions. Ah si, j'ai eu Lemon Tree. Ouais. Non, je avec les monettes. Pardon, Augustin. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une joint venture ? Ok. Alors nous, la première joint venture, elle a été créée il y a une petite dizaine d'années. Elle s'appelle Logins. Et elle a été créée pour répondre à un enjeu qui était améliorer l'insertion des personnes handicapées. Le terrain de jeu qu'on a choisi, c'est la logistique. Et on avait 2 possibilités. Soit on se disait, on le fait comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire on cherche des locaux, on va recruter un jeune diplômé qui a du potentiel, qui va nous installer un super logiciel de gestion des stocks, etc., etc. Et on va tout faire nous-mêmes. Si on fait ça, on va mettre 10 ans. Et au bout de 10 ans, on commencera à être un peu professionnel et on approchera des standards du marché. Deuxième option, qui était assez innovante à l'époque, est de dire, en fait, je vais plutôt proposer à un acteur entreprise classique en lui disant, vous avez des compétences métiers que nous recherchons, plutôt que de nous filer un chèque format mécénat et nous convier une petite prestation de temps en temps, on va aller plus loin et on va s'engager et on va carrément créer le projet ensemble. Et donc c'est ça qui a été fait au démarrage, où on a proposé à ce qui s'appelait Norbert D'Entresang, qui est devenu XPO depuis, acteur majeur de la logistique en France, en Europe et dans le monde maintenant, de co-créer un projet pour les personnes handicapées dans le domaine de la logistique. Au début, c'était un peu surprenant. Et en fait, il y a eu un fit humain très fort qui est capital quand on fait une joint venture sociale. Et il y a eu la volonté de s'engager. Et en l'espace de quelques jours, ils se sont dit, banco, on y va. En fait, c'est notre métier, on sait le faire. Ça correspond à nos engagements, à nos valeurs. On crée la boîte ensemble. Et juste pour préciser, ça a la même action quotidienne que nos autres structures d'insertion, sauf qu'on n'est pas tout seul. On s'est associé à quelqu'un d'autre. Donc ça vous a permis de développer les choses plus vite ? Plus vite, plus efficacement, avec plus d'impact. Et du coup, vous en avez fait plusieurs ? Mais du coup, on a adoré, on a continué. On en a fait une dans le BTP, qui s'appelle Liva, avec le groupe Vinci. Une autre avec Accenture dans le domaine du numérique, qui s'appelle Access. Et on vient d'en démarrer une il y a 4 mois, avec le groupe Seb, dans la réparation de petits électroménagers, qui s'appelle Réparseb. Juste pour avoir une idée du chiffre d'affaires de Ares globalement. Le chiffre d'affaires, je t'ai pas posé la question au début, j'ai oublié. Désolé. Pas de souci, tu peux toujours. Le chiffre d'affaires, il est de l'ordre de 30 millions d'euros. Et si tu prends le produit d'exploitation, c'est-à-dire chiffre d'affaires plus subvention, on est plutôt autour des 35-37 millions d'euros. Et vous avez souffert de la Covid ?
comme tout le monde. Ok. Le printemps l'année dernière a été extrêmement dur pour 2 raisons. La première, c'est que nos activités sont aux 2/3 arrêtées en l'espace de quelques jours. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais du chômage partiel, tu fermes tes sites, c'était le moment de la panique. Et la deuxième raison, c'est que notre modèle, c'est l'insertion par le travail. Donc, si tu enlèves le travail, tu fais que de l'insertion, mais sans ton support. Donc, tu te retrouves avec tes gens qui sont à la maison. Et comment est-ce que tu les accompagnes ? Des personnes qui sont fragiles. Donc, du coup, on a dû repenser notre accompagnement pour le digitaliser beaucoup pendant la période du printemps. Donc ça, c'était une phase très dure et très éprouvante, on va dire, de mars à juin. Après, on a eu la chance que ça a redémarré très fort et très vite. D'abord sur les activités. Et puis, étonnamment, la digitalisation de l'accompagnement a permis de maintenir le lien. J'étais étonnamment parce que c'était pas gagné d'avance, mais ça s'est bien déroulé. Et en fait, les parcours d'insertion ont bien redémarré à partir de l'été. On va parler un petit peu d'économie sociale et solidaire maintenant. Ouais. Il nous reste quelques minutes. Donc toi, tu as entrepris plusieurs fois et la très grande majorité de ton parcours est quand même dans ce secteur. Comment tu l'as vu évoluer au fil du temps ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a 3 phases. Il y a une première qui est jusque dans les années 2010, plutôt en mode village gaulois, le SS assez caricatural, qui a du mal à s'ouvrir et à partager avec les autres. Et puis avec nous, on est les gentils, et puis les grandes entreprises du CAC 40, c'est les méchants. Il y a eu une phase quand même d'ouverture où il y a eu pas mal de mixité, avec des profils comme moi, un peu caricatural aussi, un profil de jeune école de commerce, parisien, blanc, mâle, masculin. Et donc, du coup, ça a permis d'apporter de la compétence et beaucoup d'essor, beaucoup de développement. Enfin, faut regarder, il y a eu énormément de choses qui se sont développées. C'est le moment où on a parlé d'entreprise ESUS, c'est la création du mouvement Impact France, etc. On a bien vu que 2010-2020, ça a été un fort développement, un fort boom. C'est beaucoup de crises de sens, l'envie d'être utile dans notre société. J'ai l'impression qu'on ouvre une 3e phase, là. Je ne sais pas ce qu'elle va être, mais on va plus loin que quelques personnes engagés qui veulent faire différemment. Je pense que ça concerne beaucoup de monde, et c'est un peu, je pense, l'idée derrière le changer la norme. Moi, ce qui m'interroge en tout cas derrière tout ça, c'est attention à pas non plus diluer, parce que il y a des valeurs fortes. Je suis pas pour rester en village gaulois, mais je suis pour que tout le monde ne fasse pas de l'impact washing. C'est dangereux, Alain. Aujourd'hui, tout le monde parle d'impact. C'est affolant depuis 6 mois, je pense. 1 an peut-être, mais depuis 6 mois, partout. C'est incroyable. Tous les programmes d'entreprise s'appellent Impact. Tout s'appelle Impact. Mais en fait, derrière Impact, tu mets ce que tu veux. Dès lors que tu fais quelque chose, tu fais de l'impact. Donc, c'est vachement plus pratique que RSE ou je nettoie quelque chose, c'est propre, j'ai de l'impact. Enfin, non, mais tu peux tout mettre. C'est un peu, c'est le risque. Voilà. Faut faire attention entre ouvrir tout en gardant des valeurs fortes. Donc, je pense qu'il y a cet enjeu-là. Et le deuxième enjeu, c'est que si tu regardes dans les structures d'économie sociale et solidaire aujourd'hui, entrepreneuriat social au sens large, tu as un peu cette caricature, encore une fois, dont je fais partie, donc je dis avec grande modestie, des jeunes d'écoles de commerce qui pilotent ces structures et qui sont tous dans 30-40 ans, dans une situation socio-culturelle plutôt aisée. Et ça m'interroge, moi, en me disant, sur les 10 prochaines années, comment est-ce que tu recrées un peu de diversité et que tu aies des gens qui ont des parcours différents et qui ont peut-être grandi à Bobigny ou ailleurs, enfin, en tout cas, qui ont eu d'autres formes de parcours. Parce qu'en fait, sinon, je pense qu'on risque de s'essouffler et ça va manquer de richesse parce que manque de diversité. J'ai une dernière question qui est plutôt sur des chiffres. Est-ce que selon toi, il faut changer les choses fiscalement pour favoriser ? Parce qu'il y en a qui parlent de malus sur les produits polluants, il y en a au contraire qui parlent de bonus ou d'avantages sur la TVA de produits vertueux ou de services responsables. Est-ce que selon toi, il y a un petit jeu fiscal à améliorer ? Oui. Non, mais réponse la plus synthétique de changer la norme. Tu m'as demandé, c'est est-ce que pour toi, oui. Alors quoi ? Non, mais je vais te répondre. Je disais oui d'abord. Je suis très sensible et convaincu que c'est plutôt par une logique de bonification et du coup de bonus qu'il faut avancer. Je vais juste te raconter une anecdote. Tout à l'heure, on parlait des Joyeux Recycleurs, qui est une entreprise de collecte de déchets de bureau que j'ai montée. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, en fait, c'était pendant je ne sais plus quel été, je ne sais pas, 2014-2015, la canicule. On avait vendu plein de boîtes de recyclage pour des bouteilles d'eau. Il faisait super chaud. Et les entreprises nous rappelaient en disant « mais mes bouteilles, mes poubelles débordent, je ne sais plus quoi faire ». Et donc, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'elles venaient juste de démarrer du recyclage. Et pour elles, au bout de quelques semaines, c'était inconcevable de revenir en arrière, alors que quelques semaines avant, elles jetaient leur plastique, mais partout en déchets ordinaires. Et en fait, la réflexion que je me suis faite à l'époque, c'est de se dire,
Si tu crées le passage à l'acte, et si tu en crées quelque chose de récurrent, de quotidien, ça devient naturel, et il n'y a pas ou quasiment pas de retour en arrière. Et dans cette logique-là, oui, il faut faire du bonus. Oui, il faut donner un petit avantage, même symbolique, à une entreprise qui s'engage dans du recyclage. Et puis ensuite, ça déroulera, parce qu'elle aura compris l'intérêt, l'utilité. Donc, créons des impacts positifs, mais tu peux dérouler dans plein de choses, dans acheter une voiture électrique, recruter quelqu'un qui est éloigné de l'emploi, etc., etc. Donc, moi, je suis pour faire du bonus symbolique. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup, mais il y a plein d'entreprises ou de particuliers qui disent si on me file pas un petit effort, je le ferai pas. Et inciter. Ouais, inciter un minimum symboliquement, d'abord. Merci beaucoup. On va passer aux questions finales. Waouh, tu m'as pas dit ce que c'était, tu m'as juste dit. Mais tu vas être très bon à l'exercice parce qu'il faut répondre rapidement et du tac au tac. Donc c'est oui ou non, vas-y. Non, c'est pas oui ou non, mais tu vois. Quelle est la raison d'être de Arès ? En fait, on a un idéal qui est une société inclusive où chacun a sa place et participe à l'échange social et économique. Et comment ça se traduit notre action, ce qu'on appelle nous notre quotidien, accrochez-vous, entreprendre et innover pour permettre aux personnes en difficulté de retrouver confiance et autonomie par le travail et un accompagnement personnalisé. Historiquement, on disait « tous les chemins mènent à l'homme » où personne n'est inemployable. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? Très bonne question. Moi, je vais pas te répondre par la bonne réponse, mais c'est plutôt la femme ou l'homme politique que j'aimerais trouver, parce que j'ai du mal à trouver quelqu'un qui concilie efficacité et engagement. J'ai l'impression qu'il faut choisir entre quelqu'un qui a des belles valeurs et puis quelqu'un qui est concret et efficace. Donc, je réponds pas à ta question. Non, je pense que je voudrais, mais je la connais pas, je pense que je voudrais convaincre quelqu'un de s'engager politiquement à faire des choses. La taxe que tu voudrais inventer ou supprimer ? La TVA environnementale, l'idée, c'est de se dire à chaque fois que tu achètes un produit, tu as une contribution pour sa circularité ou sa bonne gestion. Aujourd'hui, ça existe à quelques petits endroits, quand tu achètes une pile ou une ampoule. Moi, je suis convaincu qu'en fait, quoi que tu achètes, tu devrais déjà anticiper le fait que va falloir le traiter ton produit, quoi qu'il se passe, et accepter qu'il faille payer. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné ? Te pose pas de questions, trouve des clients. Et c'est vrai. La somme pour laquelle tu tairais un scandale politique ? 0 €. Merci beaucoup Fabien. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.